Je dirige et j'ai fondé le Conservatoire végétal d'Aquitaine à Montesquieu en Lot-et-Garonne. Donc je travaille sur les 5 départements d'Aquitaine et j'ai prospecté les variétés anciennes. J'ai commencé, il y a belle lurette, j'ai commencé en 1979. Oh, ça commence à faire peur. Et donc le verger initialement était sur le département des Landes, il a été transféré en Lot-et-Garonne. Et nous avons 2000 variétés, si l'on peut dire, enfin, variétés et populations variétales, de 15 espèces ou 16 espèces fruitières différentes. Donc on ne travaille pas que sur le pommier, en général on pense que je travaille sur du pommier, mais c'est vrai qu'il y a 1000 variétés de pommiers en collection. Et donc l'idée c'est de faire passer ce patrimoine traditionnel vers les générations à venir, pour ne pas avoir collecté, conservé et s'être donné beaucoup de mal pendant longtemps pour rien. Parce que si on ne fait rien avec ce patrimoine, il va à nouveau disparaître, c'est évident. Donc, mais que faire et pourquoi faire? Et donc on s'est rendu compte assez rapidement que ces variétés anciennes, pour une majorité, étaient très peu sensibles ou peu sensibles aux maladies. Donc c'est déjà un intérêt majeur qui ne l'était pas en 1980 quand j'ai commencé, puisque les maladies, on les jugulait sans aucune difficulté avec les produits phytosanitaires. Maintenant, on se rend compte de l'embarras que l'on a de traiter trop souvent. Les vergers sont fortement traités, et un grand nombre de fois, et y compris dans les systèmes biologiques, où on traite avec des produits pas dangereux ou moins dangereux, mais on traite encore plus souvent. Donc un verger de pommier peut être traité entre 35 et 55 fois dans l'année. Donc on passe très souvent sur les sols avec les tracteurs et c'est pas très bon pour les sols, donc il y a plein de conséquences. Donc je ne veux pas dire on a sauté sur l'occasion pour essayer de placer nos variétés anciennes. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais l'idée c'était d'essayer de comprendre comment les agriculteurs travaillaient autrefois avec ces variétés anciennes. Certes, il y avait moins de parasitisme qu'il y en a maintenant, mais il n'empêche qu'ils arrivaient à produire. Et dans quel système ils produisaient? Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre pour aller vers une arboriculture plus propre, avec des variétés moins sensibles aux maladies et des techniques de culture différentes de l'arboriculture moderne? Ceci dit, ce n'est pas mettre aux orties l'arboriculture moderne qui a vraiment fait progresser la production de fruits. Donc voilà, je ne remets pas en cause tout ce qui a été appris au cours du XXe siècle. J'essaie simplement de comprendre comment on peut, avec ce que l'on a appris au XXe siècle de positif et de négatif, et ce qui s'est passé auparavant, comment on peut envisager une arboriculture du XXIe et des autres siècles, et puis on verra bien si ça fonctionne. Bien d'abord, ce sont des parcelles qui étaient en polyculture jusqu'en 1960 et qui intégraient sur les mêmes surfaces des arbres fruitiers et des vignes sur les mêmes lignes, donc étaient complantés sur des lignes, et ces lignes étaient espacées régulièrement et l'entre-rang était cultivé avec différentes plantes qui pouvaient être des céréales, du tabac, c'était fréquemment du tabac en Lot-et-Garonne, entre les vergers de pruniers, ça pouvait être aussi du maraîchage. Pour vous donner simplement un exemple d'une joie qui existe encore, qui a été prise en photo l'année dernière, il s'agit d'une joie avec des cerisiers. C'était souvent dans le Lot-et-Garonne des pruniers d'Agen, mais ça peut être n'importe quelle espèce, avec une culture intercalaire qui est du maïs. Les cerises étaient mûres, mais on avait un retard de semis parce qu'il a plu beaucoup en 2014 au printemps. Donc le maïs venait juste de lever. Alors on ne voit même plus la vigne tellement les cerisiers sont chargés de fruits et les branches sont retombantes. Mais dès que les cerises sont cueillies, et puis on sait très bien que la sénescence d'un cerisier arrive relativement vite, hop, les feuilles, il y a beaucoup de feuilles qui vont chuter et la lumière va repasser et on va revoir les vignes. Et donc je veux faire le lien aussi avec un autre type de culture traditionnelle qui est la haie. Les haies étaient fréquentes et ces haies hébergeaient aussi assez fréquemment des arbres fruitiers. Pas nécessairement, mais assez fréquemment des arbres fruitiers. Donc ces haies fruitières anciennes, c'était des linéaires de clôture, puisqu'une haie, ça servait à faire des clôtures, avec des végétaux épineux sur une base qui était taillée, qui étaient fréquemment des aubépines et des prunelliers.
donc qui avait pour objectif d'empêcher les animaux sauvages de rentrer, les animaux domestiques de sortir. C'était avant l'invention du fil de fer barbelé. Et donc ces linéaires étaient souvent complantés avec soit avec des fruitiers qui pouvaient parfois être greffés directement sur certaines espèces, comme le néflier greffé sur l'aubépine ou le poirier, et puis aussi des espèces champêtres, comme le frêne, mais on trouvait dans ces haies, on pouvait trouver du noyer, du châtaignier, selon l'endroit où on était. Et ces haies étaient à multiples fins. Donc bien sûr, on y récoltait des fruits, lorsqu'il y avait des arbres fruitiers dedans, mais aussi du bois pour les fours à pain, des feuilles pour les animaux, entre autres les feuilles de frêne. Et ces haies n'étaient pas entretenues autrement que par la taille pour éviter qu'elles ne s'épaississent trop et qu'elles ne montent trop. Donc elle était taillée à la hauteur où on voulait faire le barrage. Donc voilà un exemple, donc ça c'est en Aveyron. Donc on voit une double rangée de haies avec la zone épineuse de pruneliers, d'aubépines complètement intégrés les uns aux autres, avec un chemin entre les deux, puis une deuxième haie derrière, et donc on voit des pommiers qui sont dans la haie, mais on voit qu'ils ne sont pas greffés dans la haie, ils sont plantés juste en bord. Et bon, là, on n'a plus une prairie, on a une prairie derrière, mais là c'est un jardin, et donc on voit que le jardin vient jusqu'en bord de haie, et bon, si on ne pouvait rien récolter, le jardinier ne s'installerait pas en bord de haie. Donc en fait, la haie est située du bon côté pour l'ensoleillement. Et puis en voilà une autre, en proximité d'ailleurs d'un verger. On voit ce verger je pense que c'était des pruniers, avec une protection contre les chevreuils d'ailleurs. Et puis la haie qui a été taillée très sévèrement sur la zone arbustive. Vous voyez qu'on peut tailler à la hauteur qu'on souhaite. Donc ça, c'était les haies traditionnelles. Alors, on va passer aussi à qu'est-ce que l'arboriculture moderne. Donc est né à partir de la moitié du XXe siècle les systèmes de vergers à grande surface. Donc des vergers d'une seule espèce, un verger de prunier, un verger de noisetier, verger de cerisier ou de pommier. Donc une seule espèce sur de grandes surfaces et qui n'ont fait que grandir. Ce sont des plantations extrêmement denses et de plus en plus densifiées avec la sélection des porte-greffes qui ont permis d'avoir des arbres nains, moins grands, donc très fortement serrés les uns contre les autres, mais avec peu de variété. Alors souvent on travaille avec une seule espèce, du pommier ou du prunier, mais une seule variété, sauf en cas de besoin de pollinisation. Donc on met ce qu'on appelle des pollinisateurs. Mais ça sera des variétés qu'on va avoir en nombre relativement restreint, qui sont parfois en pommier des espèces botaniques, des malus. Donc la conduite des arbres a évolué vers la fin du XXe siècle, puisqu'on est passé d'arbres qui étaient quand même assez grands, vers des arbres de plus en plus nanifiés, pas tout petits quand même, mais nanifiés pour optimiser la récolte, pour que les coûts de récolte et de taille des arbres soient plus rapides, donc moins chers. On essaie d'avoir un gain de productivité sur les parcelles. Et en même temps, on a compris, grâce à Jean-Marie Lespinasse, qui était donc un ingénieur qui travaillait à l'INRA à Bordeaux, comment fonctionnent les arbres fruitiers et en essayant de respecter leur port naturel le plus possible. Donc le but aussi des vergers, c'était d'accélérer la première mise à fruit. C'est pour ça qu'on a évolué dans la conduite des arbres pour avoir des arbres fruitiers qui produisent très rapidement, le plus rapidement possible, après la plantation. Un arboriculteur, il ne peut pas attendre, s'il plante 50 hectares, il ne peut pas attendre 7 ans ou 10 ans avant une première production. Ça, c'est impossible. Il faut des fruits dès la deuxième ou troisième année ou plus tard. Et ça, on sait faire maintenant. Sauf que tout cet ensemble a nécessité beaucoup de produits phytosanitaires. Alors ça s'est un petit peu arrangé depuis les années 90, mais pas tout à fait complètement. Alors un exemple d'un verger moderne, en prunier d'Agen, donc on est dans la vallée, sur les coteaux proches de la vallée du Lot, donc une seule espèce, le prunier d'Agen, donc la prune dente, le prunier, une seule espèce, une seule variété, la prune dente, et un seul clone la plupart du temps, c'est-à-dire que dans la population de prune d'Agen, qui est ancienne, on a sélectionné quelques clones très productifs à fruits plus gros, parce que ça c'est aussi un critère de sélection actuel, c'est les fruits qui doivent être plus gros. Donc on a souvent un seul clone, le P707, sur des centaines d'hectares, d'où une attirance
des parasites potentiellement et d'un accident. Mais par contre, ce que l'on peut voir, c'est que les plantations traditionnelles avec des gobelets hauts sont remplacées maintenant par des arbres plus petits, plus densément serrés, en axe vertical, de façon à avoir moins de taille à faire et avoir une rapidité de mise à fruit plus importante. Alors comment est-ce qu'on peut introduire de la résilience, une cicatrisation en quelque sorte, en arboriculture? Donc ce serait de passer des vergers monospécifiques à des vergers plurispécifiques. Ça n'arrange pas les arboriculteurs quand on leur dit ça, et ça passe pas du tout, mais n'empêche. Utiliser des variétés peu sensibles aux maladies, augmenter la présence permanente des insectes pollinisateurs et des insectes auxiliaires, donc accepter d'avoir des insectes dans les vergers, ce qui veut dire réduire ou supprimer les insecticides, occuper au maximum l'espace avec des plantations diversifiées très denses, et je vous dirai pourquoi il faut densifier les plantations et non pas les espacer, et prendre en compte l'aspect fertilité naturelle du sol, parce que les vergers sont quand même, comme toute production, fertilisés un peu artificiellement, enfin pas artificiellement, mais de l'extérieur. Donc faire en sorte que le sol s'enrichisse en matière organique, en micro-organismes, et puis faire en sorte de favoriser des interactions racinaires, des associations mycorhiziennes dans le sol. Et ça, on ne sait pas souvent ce qui se passe dans le sol, mais il n'empêche qu'il faut travailler là-dessus. Et puis tout en maintenant la conduite des arbres vers une belle productivité, une bonne productivité, et une précocité de première mise à fruit. Ça, c'est essentiel pour les arboriculteurs, et conserver le respect des ports naturels pour réduire le temps des interventions. Alors, quand on a toute cette ordonnance, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a essayé au conservatoire d'utiliser nos variétés, les variétés anciennes et notre grande diversité d'espèces dans des systèmes de haies qui sont revisités. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus utiliser ni du prunelier ni de l'aubépine parce que ça pique, c'est bazar. Et l'aubépine, on ne pouvait plus à cause du feu bactérien. Tout en gardant l'esprit, c'est-à-dire en faisant un linéaire continu entre les arbres, c'est-à-dire relier les arbres les uns aux autres par des plantes qui forment un linéaire continu. Et obtenir la même chose, on s'imagine bien, parce qu'on ne le voit pas, dans le sol, entre les racines des arbres, qui plongent probablement assez profondément, encore que, parce que quand on travaille avec des porte-greffes nanifiants, on n'est pas sûr d'avoir des systèmes racinaires très profonds, et puis les systèmes racinaires de ces plantes compagnes, si l'on peut dire. Et donc voilà ce que ça peut donner. Donc ça c'est un exemple en vallée de Garonne. C'est une haie qu'on a plantée en 2004. On avait fait un premier essai en 1996 et on a continué en 2004 en espaçant les arbres tous les 5 mètres, c'est-à-dire en mettant 4 arbustes intercalaires qui après, quand ils sont bien développés, font un linéaire complet et relient les arbres les uns aux autres. Alors vous allez me dire, cet arbre-là, qu'est-ce que c'est? C'est pas un cyclier, c'est un pommier, c'est un malus. C'est-à-dire qu'on pense dans nos haies aux oiseaux et on leur donne aussi la possibilité de venir se nourrir en hiver. Mais sinon, l'objectif, c'est d'avoir des arbres fruitiers qui sont au-dessus de la zone qui, elle, est retaillée, puisqu'on utilise, au départ, on a utilisé des espèces fruitières que l'on rabattait, c'est-à-dire des cognaciers, des néfliers, des cerisiers acides et du noisetier. Et on s'est rendu compte que c'était très important d'utiliser du noisetier. Donc voilà une autre haie qui est faite avec un espacement de 4 mètres, c'est-à-dire qu'on ne met que 3 plants, là c'est en Béarn, on ne met que 3 plants entre 2 arbres. Donc on voit que ça pousse beaucoup plus qu'en vallée de Garonne. Le problème de la vallée de Garonne, c'est que quand on plante des arbres, immédiatement on a des fruits. Donc quand on a des fruits, les arbres n'arrivent plus à pousser aussi vite, donc ils sont beaucoup plus bas que dans des régions où il y a un moins grand ensoleillement et beaucoup plus d'eau. Et donc là, on a utilisé d'autres espèces, alors toujours le noisetier, parce que c'est absolument fondamental de mettre des noisetiers pour diverses raisons, mais on a utilisé aussi du grenadier, des feijoas, des arbousiers, tout ce qui nous passe par la main, rien que pour essayer, et on voit que tout fonctionne. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout fonctionne? Mais ça veut dire que ces haies ne sont jamais traitées. Elles ne sont jamais amendées, elles ne sont jamais traitées. Mais pas du tout, hein. C'est du zéro traitement. Même pas d'éliciteur, ni purin d'ortie, rien, zéro traitement.
et pas d'amendement du tout, dans la mesure où le sol est très très bien préparé à la plantation, c'est-à-dire on fait comme si on allait planter un verger, on prépare une zone bien amendée, bien aérée, de façon à ce que la croissance racinaire se fasse très rapidement. Et puis on plante tout en même temps, donc que ce soit les arbres ou ce qui va devenir arbuste, tout est planté en même temps, et puis on rabat la partie qui va rester arbustive très bas, de façon à la faire monter un peu plus tard, disons à lui donner un peu de retard par rapport aux arbres, et on couvre le sol. À ce moment-là, évidemment, le sol pourrait voir la lumière. Et l'objectif, c'est que le sol ne voit plus la lumière. Donc on le couvre alors avec de la paille ou avec n'importe quoi d'autre, du plastique si on a du plastique. Là, on a mis du BRF, du bois raméal fragmenté. Et puis au fur et à mesure que la zone arbustive grandit, évidemment, à chaque hiver, il y a une chute de feuilles et les feuilles couvrent le sol. De même, en rabattant, on laisse soit les branches au sol, soit on les broie, et on continue à alimenter par la haie, elle s'auto-alimente. Mais on ne lui met vraiment aucun autre amendement, et surtout, on ne traite pas les arbres. Et on constate très rapidement que les arbres sont protégés. Mais ils sont protégés parce que cette zone-là sert d'élevage aux insectes auxiliaires. Et on a fait des relevés entomologiques qui nous montrent qu'on a une diversité d'insectes, en diversité de coccinelles, de punaises, d'araignées, de cirques, chrysopes, etc., extrêmement important. Et donc cette diversité d'insectes, elle permet aux arbres d'être protégés. Alors d'autre part, et ça on n'a pas encore réussi à le démontrer, on a la même chose dans le sol avec une grande diversité microbiologique. Et on est en train de voir que les taux de champignons que l'on a dans le sous-sol, donc sous cette zone-là, est bien plus élevé que 5 mètres plus loin dans le verger. C'est-à-dire on a un verger, on a exactement les mêmes espèces, mais ils ne sont pas conduits de la même façon, on a beaucoup plus de champignons dans cette zone-là. Donc il se passe aussi quelque chose au niveau du sol, et ça se passe parce qu'on a des interactions racinaires, on a créé des interactions racinaires et puis des excrétions fabriquées par ces plantes qui, a priori, ne servent qu'à ça, à apporter l'amendement, à faire la couverture du sol et à élever les insectes auxiliaires. Alors de temps en temps, on arrive quand même à récolter sur cette partie-là. Alors vous voyez, on récolte aussi des fruits sur les arbres, donc ça c'est pas la même année, c'est pas la même haie, on est revenu sur Montesquieu. Donc cette année, ça c'est une variété qui s'appelle Charleroux, une variété de pêche, que l'on a aussi dans le verger tout près, qui est à 5 mètres. On a des collections de 3 à 4 arbres par variété. En pêcher, on a 3 arbres par variété parce qu'on en a 130. Et donc on fait un suivi de la maladie principale du pêcher qui est la cloque, à la fois dans la parcelle verger qui est un peu traitée et dans la haie qui elle ne l'est jamais. Et puis on fait un suivi des récoltes, enfin on commence ce suivi des récoltes sur la haie depuis cette année alors qu'on suit les récoltes sur l'autre verger depuis sa plantation en 2011. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc, mon tableau est barré complexe, mais il n'est pas tant que ça. Donc, on a trois arbres de la même variété dans le verger et 2 arbres dans la haie. Donc, le verger était planté en 2011. Mais vous savez, un pêcher, ça pousse très très vite. On a eu les premières récoltes en 2012 et on a commencé à peser les récoltes réellement en 2013. Ça va très vite quand c'est bien cultivé. Mais on cultive nos pêchers, comme tous nos arbres, avec un bon travail de sol, un fort amendement. On amende toujours beaucoup les sols avant les plantations et on aère le sol de façon à ce qu'il y ait une croissance dès la première année. Il n'y a que cette année qu'on a loupé notre coup parce qu'on s'est retrouvé avec une sécheresse très rapide et on n'a pas pensé à arroser suffisamment tôt. On s'est toujours dit il va finir par pleuvoir, c'est pas possible. Et puis, non, c'était trop tard quand on s'en est rendu compte. Mais enfin, disons qu'en 2011, les pêchers ont poussé comme des V2, c'était extraordinaire. Donc on a fait des notations de cloques et je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres, mais disons que quand on a un chiffre de 0,5 à 1, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de cloques, ça veut dire qu'on est capable de trouver une feuille cloquée sur un arbre, et ça, que ce soit au 23 avril ou au 20 mai, donc quasiment pas de cloques
en 2013. Alors qu'on fait quand même quelques traitements, hein, on fait 2 traitements par an sur cette parcelle, ce qui est très peu, mais avec beaucoup de pluie au printemps, donc des gros lessivages. On a recommencé en 2014, et là pour le coup, on avait des notes de cloque un tout petit peu plus élevées, qui restent quand même dans des variétés qui sont peu sensibles, hein, quand même. Et puis cette année, on est en intermédiaire, donc voilà, 1,5, 2, c'est des notes très faibles puisqu'on note de 0 à 5. Et donc on fait les récoltes. En 2013, on a pesé les récoltes, donc vous voyez c'était quand même très faible, hein, avec entre 2 et 7 kg par arbre, l'année d'après entre 7 et 13 kg par arbre, et cette année, on a entre 25 et 37 kg par arbre. Dès la 5e année, enfin c'est 4e année de production, on est quasiment à l'optimum que peut donner un pêcher, parce qu'on les taille très très sévèrement. Donc on avait fait une notation de nouaison, c'est-à-dire on observe les quantités de fruits, alors on le fait à l'œil, quantité de fruits par rapport au volume de l'arbre. Donc on avait une note intermédiaire de 3 à 4, et ça correspond bien au poids des récoltes. Donc on voit qu'on peut évaluer la quantité de fruits sur un arbre sans avoir pesé les récoltes, parce qu'on aimerait bien pouvoir se passer de peser toutes les récoltes arbre par arbre. Et donc quand on le fait dans la haie, qu'est-ce qu'on constate? Alors qu'elle est absolument sans traitement, là. On est en 0 traitement, 0 amendement, il ne faut pas l'oublier. Donc on n'a pas fait les pesées de récolte les premières années. On a vu qu'on a des taux de cloque qui sont à peu près similaires, parfois même moindres, dans la zone pas traitée par rapport à la zone traitée. C'est quand même assez paradoxal. Ici, c'est légèrement supérieur, mais de toute façon, ça reste à des niveaux relativement faibles. Et les taux de nouaison, alors évidemment, ce sont des arbres qui sont plus grands. Donc, on a une observation plus faible pour un volume de fruits plus élevé. Donc, on a entre 32 et 40 kg par arbre dans cette haie. Donc, ce qui veut dire qu'on a des récoltes correctes dans une zone sans traitement et sans amendement depuis longtemps. Vous faites ça dans un verger et je vous assure que chez nous, ça ne va pas marcher. Donc voilà, on peut aussi récolter dans la partie basse. Alors vous allez me dire, récolter des cerises en se baissant, c'est assez paradoxal, mais en fait, on arrive quand même à avoir des cerises, des nefs, des coins dans cette zone qui est rabattue. Elle n'est pas là pour ça, mais on peut aussi s'en servir pour ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette haie fruitière et ces systèmes associés? Ce sont des vergers linéaires qui deviennent autonomes, qui produisent des fruits, mais avec d'autres plantes. Ils ne sont pas seuls. Quand on plante un verger, on récolte que des pommes, que des pêches. Là, on peut récolter bien d'autres choses. Ça sert de réserve d'insectes auxiliaires, ça s'enrichit naturellement en matière organique, on bénéficie d'actions racinaires. C'est aussi une réserve d'humidité atmosphérique. On se rend compte aussi chez nous que c'est une zone qui, disons, manque moins rapidement d'eau. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les arroser en ce moment, en Vallée de Garonne, pour vous assurer qu'on arrose à tour de bras, mais cette haie, elle se tient bien plus longtemps que le reste du verger. Et puis, en général, c'est beau, donc c'est pas innocent. Voilà. Alors, qu'est-ce que pourrait être la joie du futur, voire d'aujourd'hui? Donc, c'est un mix, alors je me suis trompée là, entre la joie ancienne et la haie fruitière. Donc, il faudrait concevoir des parcelles en polyculture avec des fruitiers, des plants de compagne densément plantés, hein, sur des lignes qui vont être espacées régulièrement, et puis avoir une culture intercalaire économiquement organisée, en maraîchage, en céréales, ou en petit élevage. On pourrait très bien concevoir d'avoir des volailles, voire des ovins qui ne mangent pas les écorces, ça existe. Et puis fabriquer un système qui est complexe, mais qui est à haut niveau de productivité écologique, donc qui pourrait utiliser au maximum l'énergie solaire et utiliser au maximum les bienfaits du sol. Donc on pourrait faire un mix avec le système haie fruitière joie, pour concevoir des systèmes adaptables à une agriculture performante et durable, voire mécanisable. Et donc certains le font, en particulier des maraîchers. En Isère, Cyril Fatou, depuis 2007, je crois, a installé, alors la photo est un peu floue, mais je l'ai reçue comme ça, des arbres fruitiers qu'il a complantés
avec des plantes dont les fruits sont commercialisés, c'est souvent des petits fruits, du framboisier ou autre, et puis il a fait ses planches de maraîchage entre ces alignements. Alors ces alignements sont tous les 10 mètres, mais le deuxième alignement est fait, donc le deuxième alignement, celui qui est 10 mètres plus loin, est fait avec des arbres dits légumineux, c'est-à-dire des feuilliers. On pourrait utiliser d'autres espèces, des acacias, il en met aussi des acacias, pour apporter un peu d'azote par la chute des feuilles et par ces systèmes racinaires, apporter un peu d'azote à la zone qui est couverte par l'arbre. Toujours avec des cultures intercalaires, il conduit donc ces arbres légumineux comme il conduit ces arbres fruitiers. Et donc la ligne suivante, 10 mètres plus loin, ça va être une association avec des arbres fruitiers, et puis après il recommence avec des arbres légumineux. On a aussi un exemple à Verdun-sur-Garonne, tout près de Toulouse, où à la fois un maraîcher, mais qui a un commerce sur Toulouse de plantes coupées, a installé ces plantes coupées en pot entre des arbres fruitiers qu'il fait greffer spécialement très haut pour avoir des arbres très hauts, des arbres fruitiers très hauts. Donc ça va à l'encontre de l'arboriculture moderne, et après ça regarde s'il veut cultiver et cueillir à l'échelle. Parce que son objectif c'est de faire de l'ombre. Mais déjà le maraîcher de l'Isère avait dans l'objectif de faire de l'ombre à ses cultures. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de brûlures en été. Nous on constate maintenant, on a des brûlures de soleil en été. Donc c'était pas idiot de vouloir faire de l'ombre à des plantes qui sont des plantes à fleurs coupées. Et donc là, on voit donc une plantation de cerisier, il a une plantation de pêcher. Vous voyez, il met des quantités de paille très importantes. Donc la paille est très intéressante pour augmenter la matière organique qui va être transférée par les vers au sein du sol et même profondément. C'est-à-dire vous mettez de la paille superficiellement et puis moins d'un an après, vous retrouvez les dégradations de paille à 60 cm de profondeur. Et c'est les vers qui ont juste fait le transfert, la dégradation ayant été faite par les micro-organismes, et en particulier les champignons. Et donc là, il a utilisé cette zone paillée pour faire son maraîchage. Donc on voit d'autres. Vous voyez, il cultive directement sous les arbres. Bon, vous allez me dire, les arbres sont encore jeunes. C'est vrai que lorsqu'ils auront 30 ans ou 40 ans, il sera obligé de se déporter latéralement. Où c'est descendant. Et donc vous voyez, là c'est de la culture à haute densité, et donc le sol est complètement couvert. L'important, et c'est vraiment fondamental, pour que les arbres s'autoprotègent, il faut absolument une couverture complète et que le sol ne voit pas le soleil. Ça c'est très important. Donc il fait les entrerangs momentanément, avec de la luzerne. Avec de la luzerne en attendant de cultiver, sinon il cultive directement dans la luzerne lorsqu'il a besoin de terre. Donc il représente son projet avec des arbres aux tiges et toutes les plantes possibles et dont il a besoin pour sa commercialisation. Ça peut être des plantes, des plantes médicinales, le sauge, le camomille, des asperges, des artichauts et de la lavande, des reines marguerites, du basilic, du persil. Il y met tout ce dont il a besoin pour sa commercialisation, et la culture initiale est bien entre les arbres, sur la ligne, et pas, s'il n'a pas besoin de terre momentanément, il laisse sa luzerne, donc il laisse le sol avec un apport d'azote grâce à la luzerne entre les rangs. Et donc sa dernière plantation, ce sont des amandiers, et entre les amandiers, il va planter des vignes. Donc ça, ce sont les amandiers qui ont été plantés. Il va mettre des vignes hautes qui vont occuper l'espace. Mais je crains pour lui que l'ombre ne soit pas suffisante, donc il va certainement réutiliser des forts taux de matière organique sous forme de paille. Alors celui qui a le plus expliqué l'intérêt de ces associations fines, c'est Jean-Marie Lespinasse dans un jardin. Alors lui, il a travaillé 40 ans de carrière sur les arbres fruitiers, et puis à la retraite il est passé sur son jardin, il l'avait déjà commencé un petit peu avant, sur un jardin qui ne reçoit aucun produit phytosanitaire et qui fonctionne toute l'année, y compris l'hiver. Donc c'est un jardin qui marche
qui fonctionne en permanence. C'est-à-dire pour lui, il ne faut jamais qu'un jardin se repose. Une terre ne doit jamais, elle ne se repose pas une terre, elle se fabrique. Et elle se fabrique par les matières organiques qu'on peut y apporter. Et il apporte donc du BRF, du bois radial fragmenté. Il le faisait avant même qu'on en ait appris l'existence au Canada. Il avait commencé, il utilisait du bois broyé, et en particulier du bois de noisetier. Et il ne coupe pas les racines des plantes qu'il cultive, sauf les pommes de terre, les radis et les carottes, hein, bien entendu. Mais sinon, il laisse aussi les racines dans le sol. Et il associe finement différentes espèces. Et entre autres, là, bon, sur la photo, c'est de l'aillé qu'il met entre ces plantes de fraisier pour éviter d'avoir du botrytisme sur ces fraisiers. Et pour ce qui concerne les vergers, celui qui est allé le plus loin dans les mélanges à la fois d'espèces et d'altitude, c'est un Québécois, donc Stéphane Sotkowiak, qui a créé ce qu'il appelle le verger permaculturel, du mot permaculture. C'est la contraction de agriculture permanente. Et donc lui aussi fait un verger qui est utilisé toute l'année. Bon, vous allez me dire, au Canada, ça s'arrête vite toute l'année, ça s'arrête en novembre et ça reprend en avril. Hein. Entre les deux, il fait entre moins 10 et moins 30, donc effectivement, on est bien obligé de s'arrêter. Mais ceci dit, tout le reste du temps, il produit et il commercialise différentes espèces, donc des fruitiers. Donc on a du mal à voir parce que tout c'est beaucoup vert, on n'a pas beaucoup de recul, à très haute densité, avec des porte-greffes les plus magnifiants possibles, conduits en axe vertical, donc à la technique de Jean-Marie Lespinasse. Donc je fais le lien entre le jardin de Jean-Marie et le verger de Stéphane Sotkowiak. Et puis il utilise lui aussi des arbres légumineux, donc des féviers d'Amérique sans épines, qu'il conduit, vous voyez, avec des arcures, de façon à... Bon, l'idée c'est de mettre à fruit le plus vite possible, mais c'est surtout d'éviter d'avoir des arbres qui poussent et qui deviennent gigantesques. On les arrête en les courbant, y compris on courbe la tête, et un arbre qui est dans une situation courbée, dans une situation de mise à fruit, et donc va diminuer sa vigueur. Et l'objectif, plus tard, c'est quand les arbres seront vraiment trop grands, il enlèvera toutes les branches latérales, il coupera la tête et il s'en servira pour faire monter ou des vignes ou des kiwis d'une espèce qui est capable de pousser au Canada, donc Actinidia columita. Et puis les autres arbres sont utilisés pour toutes les cultures possibles, à la fois des cultures assez hautes comme des rhubards, des artichauts et des cultures beaucoup plus basses jusqu'aux rampants. Donc effectivement, pour aller récolter, il faut chercher, il faut savoir où c'est poussé, où ça a été développé. Mais c'est sans traitement sauf du lactosérum. Donc lui traite son verger avec du lactosérum et puis il utilise aussi des pièges pour les insectes qui peuvent le gêner. Alors certains arboriculteurs utilisent des volailles avec des faibles quantités de volailles, soit des poules, soit des oies. Donc on pourrait réutiliser dans ces systèmes-là dans la mesure où il n'y en a pas trop. Alors certes, vous allez me dire que si on fait du maraîchage, on ne va pas y mettre des oies et des volailles. Il faut quand même organiser le système si c'est possible. On peut y mettre des lapins aussi, dans des cages bien sûr, et faire se déplacer des cages. J'ai oublié de dire que Stéphane Sotkowiak, dans son verger, a des cages mobiles où il a effectivement entre les rangs des volailles pour tondre le verger. Alors, quand on fait des joies traditionnelles, nous on a essayé de recréer des joies traditionnelles avec des arbres fruitiers et des vignes. Bon là c'est en hiver bien sûr, mais la vigne ne couvre pas complètement le sol. On n'arrive pas à faire de l'ombre sous une vigne, c'est très rare. Il faudrait vraiment la laisser pousser complètement. Donc on couvre avec du bois, le bois raméal fragmenté, parce que c'est le seul moyen de pouvoir couvrir le sol lorsqu'on fait une vraie joie. Et donc dans le verger, on y associe, non pas dans Noël, mais dans le verger, et ça pourrait être un complément, des éliciteurs qui sont soit des lactosérums, ce dont je vous ai parlé, qui est utilisé au Canada, donc c'est du petit lait, c'est quelque chose qui est un produit qui est jeté, donc un produit qui est gratuit, à condition d'aller le chercher et de s'organiser avec le producteur quand même. Donc là, on a 1,5 hectare non traité,
non traités aux fongicides, aux insecticides et ni désherbants, d'ailleurs ça se voit, depuis 2012. Et donc ça c'est une photo de cette semaine, pas 3 août, où vous voyez qu'on a des charges en fruits très importants et des arbres qui sont sains, sans maladie, alors qu'ils ne reçoivent aucun produit phytosanitaire sauf cet éliciteur. Vous voyez, ça c'est une branche sur laquelle je montre l'état sanitaire. Bon, vous allez me dire que cette année il n'y a pas beaucoup de maladies, donc ça peut être une raison aussi, mais ces éliciteurs ont quand même un effet extraordinaire, sauf sur des variétés trop sensibles. Les seules variétés qui ont de la tablure chez nous, c'est nos témoins, c'est Golden, entre autres, qui quand même a de la tablure. Mais les autres n'en ont pas du tout. Puis vous voyez qu'on arrive à avoir des larves d'insectes un petit peu partout, sans présence de pucerons, ce qui est assez surprenant. Et on traite aussi une vigne donc, qui fait 1,5 hectare avec du lactosérum. Là, cette fois, pour nous, c'est la première année qu'on a utilisé ce lactosérum pour lutter contre le mildiou. Donc on a fait quand même 4 traitements de cuivre mélangés au lactosérum et depuis on continue et on a de très bons résultats. Donc avec une vieille vigne qui a un beau feuillage et qui ne présente pas du tout de traces de mildiou. Donc vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de maladies cette année aussi. Donc opération à refaire l'année prochaine, mais au moins on est content puis ça ne coûte pas trop cher, sinon de l'appliquer 2 fois par mois. Donc on peut, pour terminer, parce que je sens que j'ai dépassé mon temps largement, pour terminer, on peut aussi augmenter la diversité lorsqu'on n'a pas besoin des entrerangs. Donc en verger classique, on n'a pas besoin de cultiver dans l'entrerang. Augmenter la diversité des insectes, qui sont très utiles, et augmenter les taux de matière organique de l'entrerang, parce que généralement, on fertilise sur les rangs, mais on ne fertilise pas les entrerangs. C'est de laisser pousser les herbes. Alors après, c'est une question de vision et de qualité esthétique. On laisse pousser l'herbe, elle se diversifie et ensuite on la roule avec un rouleau écraseur de végétaux. Alors c'est moins joli, mais ça commence à être efficace, au moins pour éviter les trop grandes évaporations de l'entrerang, parce que quand on tombe régulièrement, on a quand même une forte évaporation. Là, ces plantes, elles ont fini leur cycle, donc elles se cassent facilement et elles font comme une moquette sur le sol. Alors, tout ça, c'est vraiment à suivre, mais ce producteur qui est un pruniculteur qui a 30 hectares de pruniers, 40 hectares de noisetiers, procède ainsi et il en est satisfait. Nous, on a commencé l'année dernière et on continue. Le seul problème, c'est l'aspect esthétique. Donc on peut aussi ressemer les entrerangs, donc faire des semis de couverture végétale diversifiés. Nous, on suit les conseils d'un agronome qui est Konrad Schreiber, et qui nous donne les mélanges à faire pour essayer d'avoir le plus possible de fleurs dans la partie intercalaire, parce que plus on a de fleurs, plus on nourrit les pollinisateurs, surtout des fleurs qui s'échelonnent sur le temps, et en plus on augmente les matières organiques et l'azote parce qu'on utilise des trèfles et des luzernes et des vesses, ainsi que des févroles, pour augmenter le taux d'azote sans en apporter artificiellement. Donc ça c'était le 6 mai 2015 et ça le 8 juillet on a roulé cette même, c'est à peu près, c'est pas au même endroit mais c'est le même mélange, donc on a roulé en juillet. Donc certes c'est plus tendu parfaitement, ça n'est plus désherbé parfaitement, mais le but c'est d'augmenter le taux de matière organique pour éviter d'avoir à traiter les arbres. On veut faire plein de choses en même temps, développer les insectes et puis augmenter le taux de matière organique. Et donc en plus, on insère des nichoirs le plus possible avec une grande diversité de trous, d'entrées, de nichoirs pour héberger le maximum d'oiseaux, y compris des chauves-souris pour manger les carpocaps, avoir des perchoirs à rapaces pour pouvoir éventuellement se débarrasser des rats-aux-pieds ou des rongeurs que l'on peut trouver dans les vergers, et puis, pourquoi pas, installer des nichoirs, des hôtels à insectes. Alors, c'est très à la mode, c'est parfois très contesté, entre autres par Alain Canet, l'utilité de l'abri à insectes, de l'hôtel à insectes, sauf que, vous voyez, à chaque fois que les trous sont bouchés, ça veut dire qu'il y a une ponte d'un insecte pollinisateur. Et ça veut dire que dans le verger, vous avez les insectes pollinisateurs. Alors, si vous mettez un hôtel à insectes et que vous n'avez
pas de trou bouché, ça veut dire que vous n'avez pas de pollinisateurs sauvages. Si vous n'avez pas de pollinisateurs sauvages, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir d'abeilles domestiques non plus. Ça veut dire qu'il y a un problème local, localisé. Donc tout ça, c'est à mettre bout à bout pour arriver à avoir à la fois des productions de fruits et d'autres productions, soit de légumes, soit d'animaux domestiques, des poules, des volailles, au sein des vergers, tout en diminuant, voire en réduisant totalement l'utilisation des produits phytosanitaires. Voilà, je vous remercie.